Madame la présidente du Collège Belgique, cher Claude, Madame, Monsieur, les représentants de la délégation générale du Québec, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un très grand plaisir parce que cette rentrée est vraiment celle de toutes les rentrées, de tous les recommencements. Donc nous reprenons notre chaire du Québec que nous avions lancée quelques années avant la pandémie. Et nous avions programmé effectivement déjà une intervention du professeur Karim Zakip, mais voilà, ça s'est mal emmanché et il n'était pas recommandé de le faire à distance. Pourquoi ? Parce que cette chaire du Québec, c'est plus que l'invitation d'un collègue étranger à venir nous parler d'un sujet important. C'est aussi l'occasion pour lui, comme pour nous, de tisser des relations durant ce séjour outre-Atlantique entre un scientifique québécois et un milieu scientifique belge. Et par conséquent, c'était quand même bien mieux de privilégier le présentiel au virtuel. Et nous avons donc attendu. Nous avons donc attendu de pouvoir reprendre en Covid-free ticket ce cycle et notamment cette chaire du Québec qui, comme toujours, se déroule en deux étapes. Aujourd'hui, première étape de la course, deuxième étape demain, et vous êtes évidemment toutes et tous également conviés à cette suite. Alors on avait choisi tout particulièrement l'invitation du professeur Zakip parce que c'est peu dire que le sujet de l'énergie est en haut de toutes les actualités. Mais ce sujet, il est bon de l'aborder par une multitude d'approches, et notamment celle de son transport et de sa conservation. Et là-dedans, bien évidemment, la question des batteries est tout à fait fondamentale. Et c'est la raison pour laquelle il nous avait semblé que les recherches du professeur Zakip étaient tout à fait importantes à divulguer et à discuter. D'autant plus que nous avons quand même en Belgique, mais ce n'est plus uniquement en Belgique, puisque c'est un groupe mondial, international, le groupe Solvay, qui s'occupe tout particulièrement de batteries et notamment qui a développé un centre en Corée du Sud, à Séoul, pour être un tout petit peu plus près de Samsung et pour discuter de cette question, notamment de batterie. Donc, il y a aussi un intérêt à venir en Belgique pour discuter des batteries et du stockage de l'énergie. Donc, un sujet d'actualité, un invité que je voudrais vraiment tout particulièrement remercier d'avoir patienté dans un premier temps et puis d'avoir fini par nous rejoindre. Et puis, bien évidemment, une délégation générale du Québec que je remercie encore de sa collaboration que nous avons lancée il y a quelques années avec le délégué Audet, Michel Audet, qui avait beaucoup soutenu ce projet, un projet qui a vu défiler ici à l'Académie déjà un certain nombre de chercheurs éminents du Québec, et j'espère que ce n'est pas fini et que nous avons d'ailleurs déjà, avec le Collège Belgique, avec Claude Humbert, on a déjà pensé à la suite de tout ça. Donc merci beaucoup, merci au professeur Zakip, et puis je vais céder la parole à mon collègue pour qu'il vous fasse une présentation plus approfondie du professeur Karim Zakip. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences, des lettres
et des Beaux-Arts de Belgique, Madame la présidente du Collège de Belgique, distingués membres de l'Académie, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui au nom de la délégation générale du Québec à Bruxelles pour assister à cette conférence dans le cadre de la Charte du Québec. Cet événement démontre bien la portée et l'importance de la diplomatie scientifique et des collaborations fructueuses développées entre la Belgique francophone et le Québec au fil des années. Notre conférencier d'aujourd'hui représente d'ailleurs parfaitement cet esprit de collaboration et d'excellence qui anime la relation Québec-Belgique. Scientifique de renommée internationale, notre invité est spécialisé dans les domaines du stockage d'énergie et de l'électrification des transports. Sa contribution à la recherche sur les matériaux de batterie est d'ailleurs remarquable. Pour vous donner quelques chiffres, il a participé à plus de 550 brevets, 60 licences, 425 publications et est l'auteur de plusieurs ouvrages scientifiques ayant fait école dans ces domaines et pour lesquels il a reçu de nombreuses distinctions. Il a de plus été nommé 3 fois parmi les 3300 scientifiques les plus influents au monde selon le Clarivate Analytics pour les retombées exceptionnelles de ses recherches. En tant que directeur de recherche, il a contribué au développement de matériaux pour les batteries lithium-ion chez Hydro-Québec, le plus important producteur d'énergie verte en Amérique du Nord. Les réalisations les plus récentes de son équipe, développées en collaboration avec des universités, des centres de recherche, des entreprises internationales, ouvrent la voie à la prochaine génération de batteries pour véhicules électriques, dans laquelle le Québec est appelé à jouer un rôle de premier plan. Enfin, comme conseiller stratégique chez Investissement Québec, il contribue maintenant au développement de la filière batterie du Québec. De l'extraction des matières premières en passant par la transformation et au recyclage, son expertise contribue au positionnement du Québec comme chef de file des chaînes d'approvisionnement éthiques et durables des batteries. Mesdames et Messieurs, merci d'accueillir le professeur Karim Zaghib. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Vous m'attendez? Tout d'abord, un grand merci. Là. Je suis très content d'être en présentiel. Merci à tous, en particulier le Collège de Belgique, l'Académie aussi, et la délégation du Québec. Donc aujourd'hui, je vais faire une présentation à peu près générale sur le stockage de l'énergie, l'électrification de transport. Et demain, ça va être plus approfondi sur la base des canalisations in situ qui sont uniques qu'on a développées chez Hydro-Québec et au Canada. Écoutez, le plan de ma présentation serait de vous parler d'électrochimie pour tous, les différents modes de stockage autour de la batterie lithium-ion. Je serais de focuser sur la batterie lithium-ion, parler de l'anode, la cathode, les cellules, le marché, le prix par kilowattheure. Je serais de vous donner un cas d'un succès d'une pile bouton au mégawattheure qu'on a développé au Québec. On parle de la technologie LFP, fer phosphate, du nickel, manganèse, cobalt. Aujourd'hui, Umicore, qui est une compagnie belge, qui est un leader mondial dans la fabrication du NMC. Serait de vous parler de l'électrification de transport au Québec et serait aussi de vous expliquer c'est quoi mon rôle dans l'écosystème et la batterie de la mine du recyclage au Québec. Et je finis par une conclusion. Je commence par vous montrer Panasonic. Panasonic, c'est une compagnie de batteries qui fabrique les batteries pour Tesla. Vous pouvez voir dans leur brochure, la première page, c'est une batterie avec des fruits. Là. Donc, on est capable de prendre du cuivre, du zinc et avoir un voltage avec soit le jus de fruits, soit le jus un exemple, même une banane. Donc, on est capable. Donc, vous voyez l'électrochimie. Donc, on parle généralement d'une batterie, c'est quoi? Une anode, une cathode, l'anode négative, une cathode positive et l'électrolyte. La description d'une pile électrochimique, je parlais tout à l'heure, donc je parlais des deux. L'électrolyte et les conducteurs ioniques. L'anode et la cathode, c'est conducteurs électroniques. Et juste dans notre tableau périodique, on a 110 millions de combinaisons pour fabriquer des batteries. Donc, tout le monde peut créer sa batterie là, dans son garage, juste avec des fruits ou avec des électrolytes. Parmi les 110 millions de combinaisons, juste 30 ont été développées et appliquées. Pourquoi une proportion si faible? J'essaierai de vous expliquer pourquoi. Donc, on parle d'une batterie, il faudrait que ça soit sécuritaire. Et tout à l'heure, j'essaierai de vous expliquer
Un exemple, pourquoi j'ai une vraie batterie lithium-ion de Tesla. Et tout à l'heure, je parlais, je suis capable d'avoir des batteries avec des fruits. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Les fruits, on fonctionne avec des matériaux. Dans une batterie, la densité d'énergie, elle est très importante. Watts par kilogramme, watts par litre. Les kilogrammes, c'est le poids. Watts par litre. Et la puissance. La puissance, c'est les accélérations. Il faut avoir une densité d'énergie très élevée. Et la sécurité. Vous allez voir, je vous montrerai tout à l'heure des vidéos sur la sécurité. La cyclabilité. La cyclabilité, c'est une décharge et charge. Lorsque je prends mon téléphone intelligent, je l'utilise pendant toute la journée, il se décharge, et pendant la nuit, on le charge. Ça, c'est un cycle. L'autodécharge, la vie calendaire. Donc, minimum 10 ans. Donc, je ne pense pas que ma pomme, la batterie, elle va rester 10 ans. Là. Donc, la charge rapide aussi, il faudrait que la voiture soit chargée en 10-15 minutes. Et le but aussi, c'est de comparer à une voiture à essence, de la charger en 5 minutes. La plage de température, à moins 40. Nous, au Québec, pendant l'hiver, on a des moins 40, donc il faut que la voiture elle fonctionne. Et à 60 degrés. Et le respect de l'environnement. Et c'est pour ça que je dis que les batteries aux fruits, là, elles ne sont pas capables d'aller vers l'électrification de transport. Là, je reviens à l'énergie. Aujourd'hui, on a 5 différents types de fabrication de l'énergie. Le solaire, l'hydroélectricité, le nucléaire, la géoénergie et l'éolien. Mais en revanche, pour stocker, on a 3 types de stockage. Le stockage électrochimique, je vais focuser le stockage électrochimique ici, le stockage par le carbone et le stockage physique. Donc, 5 types d'énergie de production et 3 types de stockage. Le stockage par le carbone. La densité d'énergie par le carbone, elle est très, très élevée. On parle de 11 000 Wh par kilogramme. Et vraiment une grande énergie. Donc, la densité aussi par volume est très élevée. Mais en revanche, lorsqu'il s'agit du pétrole, la charge n'est pas rapide. On parle de 100 millions d'années, etc. Vous pouvez voir que la charge. Et la conversion, donc le rendement, il est à peu près moins de 30%. L'autre problème, c'est la pollution. Vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la pollution. Au niveau de la pollution, on a 8 millions de morts. C'est dû aux particules en suspension à cause du transport. Vous pouvez voir, ça c'est dans le journal du Monde. Un décès sur 5 dans le monde il est lié à la pollution de l'air. Donc, ça c'est un problème, on le voit, le trafic ici, un exemple en Chine. Ici, en France, même en France, il faut limiter la vitesse à 60 km. On a besoin du stockage électrochimique. Juste un exemple, 10% de conversion de voitures à essence en électrique, on parle de 20 millions de tonnes de batterie. En revanche, si on prend 10% du stockage par jour, par rapport à tous les réseaux électriques, on parle à peu près 60 millions de tonnes de batterie. Vous pouvez voir que la demande de batterie, là, ça va changer notre mode de vie dans les prochaines années. Et en particulier, le stockage aujourd'hui va être utilisé pour les énergies vertes comme le solaire, l'éolien et l'électrification de transport. Ça, c'est pour l'histoire. Vous pouvez voir que la batterie, là, on parle de la Mésopotamie. Là. La première batterie, elle avait pratiquement la même chimie que celle de Volta, cuivre zinc. Et on a la batterie plomb, a été inventée en 1859. Et la batterie au plomb, elle est toujours utilisée jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a le nickel-cadre, il y a le lithium polymère, donc c'est une technologie qui a été développée par Hydro-Québec, le CNRS, aujourd'hui utilisée par le groupe Bolloré. Et c'est Sony qui a mis la commercialisation de la batterie lithium-ion en 1981. Vous pouvez voir, depuis 1991, on n'a pas une rupture technologique. Donc, on cherche à faire des ruptures technologiques avec des nouvelles technologies. Là, je reviens sur la batterie lithium-ion qui était commercialisée par Sony. Tout à l'heure, j'ai expliqué une batterie. On a une anode, une cathode et un électrolyte. Pourquoi on l'appelle lithium-ion? Parce que l'état du lithium, soit dans l'anode, soit dans la cathode, il y a l'état ionique. Donc ça, on parle de la charge et des charges. Dans l'anode, dans la batterie lithium-ion, il n'y a pas des métaux rares. Donc on a du cuivre, du silicium et du graphite dans l'anode. Dans le cas de la cathode, je reviens tout à l'heure, on a les matériaux comme lithium, nickel, cobalt, manganèse, fer et aluminium. Et
la batterie lithium-ion, elle a changé notre vie. Là, vous pouvez voir que les applications, ça parle du pacemaker, à nos téléphones intelligents, à l'espace, aux appareils, etc. Donc, on voit la batterie lithium-ion partout. Le marché, c'est exceptionnel. On parle de, juste pour la batterie, là, on parle de 40 milliards et en 2030, on parle à peu près de 300 milliards de dollars. Les 10 fabricants de batteries pour voitures électriques, vous pouvez voir dans la liste, il n'y a aucune compagnie européenne ni compagnie américaine. Et pourtant, la batterie lithium-ion a été inventée par le CNRS et Hydro-Québec. Donc, numéro 1, c'est CATL, c'est un Chinois. Numéro 2, c'est LG, Panasonic, BYD et les autres. Donc, il y a toute une réflexion comment ramener cette technologie ou d'industrialisation en Europe et aux États-Unis. Je parlerai tout à l'heure plus tard. C'est quoi lithium-ion, sa supériorité? Donc, la densité d'énergie, comme j'expliquais tout à l'heure, watts par kilogramme, watts par litre, est supérieure à celle du nickel métal hydrure, nickel cadre, etc. Donc, il faudrait avoir cette technologie pour qu'elle soit utilisée dans l'électrification de transport. Un des gros problèmes de la batterie lithium-ion, c'est la sécurité. Pourquoi? Parce que tous les électrolytes aujourd'hui qui sont utilisés dans le lithium-ion, ils sont inflammables. C'est comme l'essence. Et on parle du triangle du feu. Donc, on a l'oxygène, l'allumette et l'électrolyte. Et vous pouvez voir, ça, c'est des exemples des accidents. Là. Donc, un téléphone portable. Ça, c'est un pack dans un avion et une voiture électrique. Hein. Vous pouvez voir qu'elle flamme. Donc, le gros problème, c'est l'électrolyte aujourd'hui. Et aussi, aujourd'hui, les rappels, ça coûte très cher. Un rappel de batterie chez Hyundai, on parle de 900 millions. Donc, ça, c'est des informations publiques qui sont sorties depuis le 24 février. Tout à l'heure, j'essaierai d'expliquer, mais je ne rentrerai pas tout aujourd'hui, mais demain, je rentrerai un peu sur les atomes, la conception de la cellule, de l'atome jusqu'à la cellule. Donc, on a les matériaux, on fabrique les électrodes, ça, on l'appelle une cellule. L'ensemble des cellules, on appelle ça un module. L'ensemble des modules, c'est un pack. Et l'intérieur du pack, donc, on a l'intelligence, on a l'électrolyte, l'électronique et le connecteur. Aujourd'hui, la recherche et le développement, la tendance d'aller vers des matériaux à haute énergie. Comme j'expliquais tout à l'heure, les anodes à base de carbone et silicium et les cathodes en particulier à base du nickel, plus 80% du nickel. Dans le cas du carbone, parce que le succès de la batterie lithium-ion, il est grâce au carbone, ça on les appelle les intercalations. Donc on a comme des tiroirs et on rentre le lithium. Dans le cas du carbone, on parle de 3 types de carbone aujourd'hui qui sont le graphite artificiel, le graphite naturel et le graphite amorphe. Et chaque type de carbone, il a ses avantages et les inconvénients. Aujourd'hui, le marché, là, vous allez voir, il est partagé entre ces deux graphites, le graphite artificiel et naturel. Pour fabriquer le graphite naturel, donc, c'est des procédés qui sont simples. Donc, généralement, on fait une flottation, donc on a le graphite sous forme de paille. Après, on va le transformer en sphérique. On fait un enrobage, et après l'enrobage, on le met dans une batterie lithium-ion. Vous pouvez voir que le prix du graphite, on parle au total moins de $10 le kilogramme. Le marché aujourd'hui des anodes du graphite, on parle à peu près en 2020 de 377 000 tonnes par année. Tout à l'heure, j'expliquais que le silicium, pourquoi on ajoute le silicium? On ajoute le silicium à cause de son densité d'énergie. Donc, le silicium, il a une capacité en milliampères-heure 10 fois supérieure au graphite. Mais le silicium, un des gros problèmes du silicium, c'est l'extension volumique. Lorsque j'insère le lithium, il y a une grande extension volumique. Et l'extension volumique, elle est jusqu'à 300%. Comment on fabrique le silicium? C'est à partir du silicium métallurgique. Et aujourd'hui, par exemple, le Québec, c'est un grand producteur de silicium métallurgique. C'est un matériau qui ne coûte pas cher, là. C'est à peu près moins de $1, $2 le kilogramme. Et pour le mettre en petites particules, donc c'est un procédé que nous avons publié et breveté. Donc, on arrive à utiliser les mêmes procédés miniers, donc réduire la particule d'un lingot à 1 cm,
jusqu'à des nanoparticules. Et on peut utiliser des nanoparticules. Vous allez voir pourquoi on utilise des nanoparticules de silicium. Et pour les cathodes d'aujourd'hui, le marché il est divisé. Il est divisé entre les fer phosphates. Aujourd'hui, j'ai parlé de fer phosphate, du nickel, et nickel ici 60%, et du nickel à peu près 80%. Et en particulier le fait que le fer ne coûte pas cher, donc on veut avoir que des voitures électriques qui soient en bas de 25 000 $. Parce qu'aujourd'hui, un des gros problèmes des voitures électriques est le prix. Comment ça se fait la fabrication du nickel? Pour y voir, il faut fabriquer le précurseur. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de la chimie, mais les précurseurs, c'est très important, et de voir aussi d'où ça vient les précurseurs. Donc, le nickel, un des gros problèmes, c'est le cobalt, parce que c'est un matériau qui coûte cher, et aussi c'est un matériau qu'on ne le trouve pas ailleurs. Là. Donc, 70% de ce matériau, il est en Afrique, il est au Congo. Le manganèse, il n'y a pas de souci, donc on peut trouver le manganèse à part. Donc, c'est ça la chimie des précurseurs pour fabriquer une cathode. La même chose, il faut aussi penser à des procédés qui respectent l'environnement. Donc, l'environnement est très important. Il ne faut pas que les fluents vont aller dans les rivières, etc. C'est de penser à un procédé qu'on fait recycler les influents et les déchets et les traiter aussi. Le prix des matériaux, c'est très important. Je vous dis tout à l'heure, vous allez voir c'est quoi le target pour le prix d'une batterie lithium-ion, surtout le pack. On sait que le fer ne coûte pas cher. Le nickel, on est à 15 $ ici. Vous pouvez voir que le cobalt est très cher. C'est pour ça que la tendance est d'utiliser plus le nickel, le fer et moins que le cobalt. C'est à cause de son prix qui est très élevé. Aujourd'hui, le marché en 2020, au niveau de la cathode, on parle à peu près de 600 000 tonnes. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer la projection sur 2030. Le prix dans une batterie, à cause du nickel, du cobalt, on parle, la cathode, elle a 54% du prix d'une batterie d'une cellule. Et vous pouvez voir aussi que le nickel, il est à 45%. Le lithium, il est là, on parle à peu près de 22%, mais les deux produits qui sont stratégiques, on parle du lithium et du nickel. Comment on fabrique une batterie? Donc aujourd'hui, lorsqu'on a une voiture électrique, donc soit on a une batterie cylindrique, une batterie en prismatique, et c'est ça les deux types de géométrie qui sont dans le marché. Donc pour fabriquer une batterie lithium-ion, on passe par des procédés d'enrôlement de l'anode cathode et on injecte l'électrolyte. Et la batterie lithium-ion, on est obligé de la former. Faire sa formation, ça prend 22 à 23 jours pour la former. Parce qu'une fois qu'elle est bien formée, donc elle va durer longtemps. Et des fois, vous attendez des formats de batterie. Aujourd'hui, on parle, le premier format qui a été inventé par Sony, c'est 18650. 1,8 cm de diamètre et 6,5 de longueur. Aujourd'hui, Tesla, il utilise le format 2170, c'est 2,1 cm de longueur et 7 cm de hauteur. Et ils vont aller vers le standard qui est 46,80. Vous pouvez voir juste de ce format de 1850 à 46,80, donc on va augmenter l'énergie par 5 fois et la puissance par 6 fois et l'autonomie, elle va être augmentée de 16%. Juste en augmentant, en changeant le format de la cellule. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a deux types de packs. Donc, on fait l'ensemble des cellules et un module, et on fait le pack, c'est un ensemble de plusieurs modules. Mais aujourd'hui, on peut augmenter l'énergie dans une cellule, et on peut partir d'une cellule à un pack. Et ça va gagner beaucoup. Surtout le fer phosphate, vous allez voir, à cause de sa sécurité, je peux considérer d'utiliser des cellules. Les cellules de Tesla, elles sont à 3 ampères-heure. Imaginez ici, je suis capable de monter une cellule à 300 ampères-heure. Donc, une cellule de ce format-là, elle contient à peu près l'équivalent de 100 cellules de 3 ampères-heure. Le prix, c'est très important, vous allez voir. Aujourd'hui, en 2020, on parle à peu près, ça c'est un exemple de Tesla, on parle de $114 le kilowattheure.
Et c'est important que ce prix va descendre parce qu'il y a un seuil. Et le seuil, c'est de descendre le prix par parc au niveau de $100 par kilowattheure. Si on arrive à descendre le prix en bas de $100, c'est que la voiture électrique, le prix de la voiture électrique va être égal au prix de la voiture à essence. Donc, mais on est proche, on est proche. Et tout le monde y travaille sur ce prix-là. Ce n'est pas au niveau de la cellule, c'est au niveau du pack. Maintenant, j'essaierai de vous montrer, je suis allé dans le stockage. Je parlais de question de transport, je parlais de stockage. J'essaierai de vous comparer c'est quoi le NMC, je parlais tout à l'heure, c'est nickel, manganèse, cobalt, versus le LFP. Un exemple, le stockage. Pourquoi on a plusieurs chimies? Parce qu'on a plusieurs applications. Dans le cas du LFP, c'est plus pour le stockage du système. Je parlais du NMC. NCA, c'est nickel, cobalt, aluminium. Et le LCO, c'est lithium, cobalt, oxygène. Et aujourd'hui, tous les iPads et iPhones, ils sont avec ce matériau-là. Parce que ce matériau-là, c'est lui qui me donne la densité d'énergie. Mais en revanche, il est cher, mais le fait qu'on utilise des petites quantités, donc il est dans tous les portables. Mais on ne peut pas utiliser 100% le cobalt dans les batteries ou le stockage d'énergie. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que nous, qu'est-ce qu'on voulait faire? C'est d'aller vers les fer phosphates, un exemple. Pourquoi les fer phosphates? Comme je dis, c'est un matériau pas cher et vous allez voir aussi, c'est sa sécurité, c'est un matériau très sécuritaire. Et aussi, dans une batterie, généralement, lorsqu'on a un téléphone portable, on parle à peu près de 500 cycles. 500 cycles, c'est charge-décharge. Vous pouvez voir, cette batterie, elle a 15 000 cycles. 15 000 cycles, c'est plus que 30 ans là, de vie calendaire. Vous pouvez voir que ce matériau, il est exceptionnel. On peut la cycler à 60 degrés, à 45, à 23 et à plusieurs températures, à 0, etc. Donc, c'est quand même une technologie qui est fiable. Je parlerai tout à l'heure sur la sécurité. La sécurité, elle est importante. Et vous allez voir pourquoi elle est importante, parce que je ne peux pas avoir un feu dans un garage ou chinois à la maison, etc. J'essaierai de vous montrer deux tests. C'est deux batteries qui sont chargées, 100% chargées, une qui contient du NMC, du nickel, manganèse, cobalt, et une du LFP. Essayez de voir parce que la réaction, elle est rapide. Donc, on fait un clou, pénétration de clou, parce que ça, c'est le court-circuit interne. Donc, simuler le court-circuit. Oh, pardon. Vous pouvez voir que ça prend feu tout de suite. Donc, vous pouvez voir, dans le LFP, il n'y a rien qui se passe parce que tout ça, c'est relié au triangle du feu. Dans le LFP, donc, je n'ai pas l'oxygène. Donc, l'oxygène, il ne sort pas. Mais en revanche, dans le NMC, j'ai l'oxygène, donc j'ai le triangle du feu. C'est pour ça que les batteries lithium-ion, ils ne sont pas sécuritaires, mais il faut faire attention. Donc, dans les packs et les modules, on les rend sécuritaires. Mais avec le LFP. Ça, on appelle ça un barbecue test, c'est simuler un test de feu. Vous pouvez voir aussi, là, ça c'est un module de 2 kWh. J'essaierai d'avancer le film ici. Okay. Okay, attendez, j'ai perdu le... Excusez-moi. Okay. Ça marche pas? Ok. Ok. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai un problème avec mes fils. Ok, c'est bon, ça marche? Ok. Ouais.
C'est juste pour vous montrer que la réaction, elle est exothermique avec du NMC. Et on ne peut pas avoir des mégawattheures avec ces technologies-là si on ne renforce pas l'électrolyte. Il faudrait que l'électrolyte soit inflammable. Dans le cas de LFP, vous allez voir, j'essaierai de vous montrer tout à l'heure le... OK. Pourquoi ça ne passe pas, les choses? Excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Là, ça passe. Il n'y a pas un technicien qui peut m'aider parce qu'ici, moi, ça passe. Non. OK. Non, parce que moi, je suis rendu dans l'autre. OK, c'est bon. Merci. Vous pouvez voir juste la conclusion des deux vidéos. Vous pouvez voir dans le cas de LFP, donc il n'y a pas de réaction exothermique, mais en cas de la batterie NMC, vous pouvez voir des gros problèmes de sécurité. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlerai de la sécurité dans les voitures électriques, etc. Ça, c'est une autre auto électrique là, qui a pris feu. Là. OK. La même chose aujourd'hui, par exemple, à New York, où il y a des endroits qui nous demandent de faire des tests de sécurité. On ne peut pas rentrer des batteries dans les parkings des grandes villes. Hein. Donc, il faudrait que le test de sécurité, ça c'est une batterie au niveau du NMC, ça une batterie au niveau LFP. Vous pouvez voir, il n'y a rien qui se passe avec la technologie LFP. Vous pouvez voir le fait que cette technologie, on l'a développée, donc on a pu construire 3,6 mégawattheures. Et le fait que la technologie elle est sécuritaire, donc on peut la brancher sur un réseau. Parce que le réseau, il faudrait vraiment que ça soit robuste avec une technologie sécuritaire. Ça, j'essaierai de vous montrer c'est quoi. Le plus important, c'est d'avoir une décharge rapide. Ça, c'est, vous pouvez voir l'environnement, par exemple, entre 10h et 14h, donc j'ai beaucoup de soleil. Dans une maison, on parle... donc, normalement, on a un climatiseur, le sèche-cheveux, le réfrigérateur, avec leur puissance ici. Donc, ça, c'est la définition de voir au niveau de la charge et décharge. Tout à l'heure, je vous expliquais un exemple. Le LFP, on est capable de le charger, décharger rapidement, comparant au NMC. Et en revanche, le fer phosphate, il a des particules nanoscopiques. Imaginons une maison qui contient une technologie à base du NMC, à base du LFP. Lorsqu'il fait beau, il y a du soleil, il n'y a pas de souci. Tout fonctionne. Dès qu'il y a du nuage, supposons que je n'ai pas eu le temps de charger complètement les batteries. Le fait que la batterie LFP, elle se charge rapidement, donc tout fonctionne dans la maison. Et vous pouvez voir que le NMC, le fait que ça décharge, ça ne charge pas rapidement, donc je suis obligé d'avoir soit il n'y a pas de climatisation, ou soit je coupe s'il y a une maison autonome juste avec le solaire et les batteries. Et ça, c'est juste pour vous montrer tout à l'heure, qu'est-ce que je vous montrais tout à l'heure, le fait que la charge, elle est rapide, elle est 3 fois plus rapide que celle d'un NMC, et même si j'ai juste 1 heure d'enchaînement, je suis capable de charger la batterie rapidement. Donc, cette technologie, vous pouvez voir, elle est partout à travers le monde. Surtout les Chinois, ils ont adapté notre technologie LFP. Donc, ça, c'est un réseau. Je reviendrai tout à l'heure sur les réseaux autonomes. Donc, on parle du réseau autonome en Australie. En Inde, vous pouvez voir, ça, c'est l'équivalent d'une batterie au plan. Vous pouvez voir, en remplaçant la batterie lithium-ion, regardez, c'est juste un armoire. Donc, et ça, c'est pour une dizaine d'années, sans problème. Donc, il y a les applications télécom et les applications réseau autonome. En particulier au Québec, donc, on a des villages qui sont au nord, qui ne sont pas connectés à l'électricité. Donc, cette batterie-là, elle sera utilisée pour les réseaux autonomes. Les réseaux autonomes, généralement, soit on a l'énergie solaire, soit l'éolien. Et aussi la demande au niveau de la maison, et on arrive à mettre les batteries avec le solaire. L'autre définition, c'est les réseaux hybrides.
Par exemple, dans les grandes villes, à Montréal, malgré qu'on a l'énergie, il y a des atténuations de la pointe. On a des pointes à 7 heures du matin le soir. Donc, on place les batteries pour l'atténuation de la pointe le matin et le soir. On appelle ça, c'est un réseau hybride. Donc, on peut avoir une connexion avec le réseau. On peut aussi faire la connexion avec les éoliens, le solaire, mais on met la batterie, en particulier pour le stockage. Les applications, maintenant, je rentre, qu'est-ce qu'on fait au Québec au niveau de l'électrification du transport? Juste pour vous dire, 50% des voitures électriques et les voitures branchables du Canada, ils sont au Québec. Vous allez voir, parce que l'énergie au Québec, l'énergie, elle est à 99,9. Hydroélectrique, une énergie verte, coûte pas cher. Autre chose aussi, on est très connu par les autobus électriques. Par exemple, les autobus électriques, parce que nous, nos enfants, la majorité du temps, il faut qu'ils ne sont pas accompagnés par les parents. Donc, l'autobus, il vient chercher les enfants dans les quartiers, etc. Donc, il y a beaucoup d'autobus électriques. Et vous allez voir que l'autobus électrique aussi, il peut aider à donner le jus pour le réseau. Et ça... très important, je vous montrerai tout à l'heure, on a à peu près 5 millions de voitures à essence. Et la question, est-ce qu'on est capable de ramener ces 5 millions de voitures à essence en électrique? Est-ce qu'on a les moyens en électrification? Est-ce qu'on a les moyens en énergie? Vous pouvez voir aussi que le Québec achète à peu près 1 milliard de dollars pour l'essence et le diesel. Donc, parce qu'on ne produit pas dans la province du Québec, mais on a beaucoup d'énergie, en particulier ça vient d'Hydro-Québec. Donc, en faisant une balance économique, donc vous pouvez voir, on est capable... Hydro-Québec aujourd'hui, c'est 200 TWh. Et pour charger les 5 millions, on parle de 14 TWh. Donc, on n'a pas de problème d'énergie. Vous pouvez voir aussi la balance économique, elle est importante pour le gouvernement parce qu'il peut investir dans l'éducation et dans la santé avec les milliards qui achètent du pétrole. Et aussi, le fait qu'on utilise 100% d'électricité verte. Donc, vous pouvez voir au niveau des émissions du GES, on peut vraiment réduire à cause de l'énergie verte. De plus aussi, on a un circuit électrique pour la charge, donc la charge rapide, la charge de niveau 2. Et aujourd'hui, on parle de 2500 bornes au niveau du Québec et en particulier à Montréal. Pour charger ces 5 millions de voitures, il faudrait un réseau robuste, il faudrait aussi de l'intelligence. On appelle ça les réseaux intelligents. Et généralement, les réseaux intelligents, c'est important de voir. Donc, on ne peut pas les charger tous en même temps. On ne peut pas les charger. Donc, il y a surtout au niveau de la distribution d'électricité qu'il faudrait vraiment avoir une belle architecture pour l'intelligence du réseau et aussi la charge intelligente. Un exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup du branchement de la voiture électrique sur le réseau. On appelle ça vehicle to grid. Et c'est important, c'est que ma voiture, elle a une capacité pour que je puisse aussi alimenter ma maison. Et ça, c'est important parce qu'il y a un flux qui est réversible aussi, là. Donc, je charge mon auto et je peux mettre l'énergie de mon auto dans le réseau. Et pour ça aussi, tout à l'heure, il faut avoir une batterie très sécuritaire et aussi, il faut avoir des moteurs électriques aussi, là. Donc, on a développé dans le passé des moteurs électriques via la filiale TM4. Et aussi, supposons, au Canada, la majorité des gens, ils ont des chalets. Et les chalets, des fois, s'il y a une coupure de courant, etc., donc la voiture, elle va être une génératrice. Donc, elle va aider à utiliser cette capacité. Par exemple, si j'ai 100 kWh, je sais pour retourner, il me faut 30 kWh, donc je peux utiliser 30 kWh dans mon chalet dans l'énergie. Donc, vous pouvez voir, elle a deux fonctions. C'est que la mobilité aussi, ça va changer. Je parlerai tout à l'heure que la mobilité, vous allez voir que la mobilité, elle va s'accélérer et surtout avec la mobilité intelligente et surtout, on peut voir tout qui est avec l'intelligence artificielle aussi. L'intelligence artificielle, elle vient accélérer la mobilité. Et on va voir aussi les maisons intelligentes aussi.
Donc, tout qui est la mobilité. Et aussi, le client, il devient participatif. Avec son énergie, il peut mettre du solaire, de la batterie, etc., etc. Et aussi, on va voir aussi qu'est-ce qui va se passer, les voitures autonomes. Il faut poser la question dans 10 ans, 15 ans, est-ce que le métier d'auto-école va rester ou non? Est-ce que le métier de l'assurance, ça va rester ou non? Parce que vous pouvez programmer aujourd'hui, comme les gens programment leur taxieur avec des plateformes intelligentes, la même chose, on va voir des autos solo au lieu d'avoir le trafic sur une ligne avec une seule auto, donc on va avoir une ligne sur 3 autos, etc. Vous pouvez voir, ça c'est une vraie auto là, qui est autonome de BMW, il y en a plusieurs aujourd'hui. Donc il y a la miniaturisation de l'auto, il y a aussi la voiture électrique qui va venir avec ça aussi. Je passerai rapidement sur l'écosystème du Québec. Donc l'écosystème, tout à l'heure je parlerai, c'est que l'électrification de transport, elle est très importante au Québec parce qu'on veut électrifier le parc. Le plus important, on voit que, moi j'appellerais ça l'effet Kodak. Toutes les compagnies qui fabriquent des voitures à essence, ils ne vont pas faire le virage vers l'électrification, là, ils ne vont pas rester. Et on voit beaucoup de compagnies, de Volkswagen, de ce monde, de Ford qui prend le virage rapidement. On a vu Tesla qui est un exemple. En 2008, Tesla, c'est quoi? C'était juste un petit garage et un site web. Mais aujourd'hui, vous allez voir, Tesla, c'est vraiment un succès planétaire au niveau de l'électrification de transport. Vous allez voir tout à l'heure, je parlerai on parle aujourd'hui de Gigafactory, la Gigafactory, et bientôt on parle de Terafactory. Là. Vous pouvez voir, il y a 150 sur la ligne, là, et la majorité, vous pouvez voir, c'est les Asiatiques. On parle de CATL, sauf Tesla qui sont là avec Panasonic, mais la technologie, elle vient. Donc, on voit un peu les accélérations des Gigafactories à travers le monde. Et nous, le Québec, le fait qu'on a le marché, en particulier le marché des États-Unis, vous allez voir tout à l'heure, on a l'accès partout au niveau du transport, soit via l'océan, via les trains, etc. Et on veut aussi travailler avec les zones où il y a les fabrications des voitures comme Ford ici, au niveau Ford, GM, Chrysler, au niveau de Michigan, aussi ici à Georgia, etc. Et vous pouvez voir, ça se multiplie beaucoup, les gigafactories aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on a comme capital au Québec? On a les ressources naturelles. Ça, c'est très important. Au niveau des ressources naturelles, on a le lithium, on parle de 6 gisements, le graphite, 3 gisements, le nickel, tout à l'heure je parlais parce que le nickel est important comme lithium, le manganèse, le silicium, l'aluminium cru. Donc on a tous les matériaux au Québec. La même chose, c'est qu'on voulait faire la transformation de ces matériaux, aller vers les matériaux actifs, les cathodes, les cellules, et finir par le recyclage. Donc c'est un peu, vous allez voir tout à l'heure une présentation, on parle de l'économie circulaire verte. Aussi, c'est qu'au niveau de l'histoire et de l'innovation, vous pouvez voir qu'au Québec, on a commencé la recherche et le développement depuis 1967. Et comme j'expliquais, le brevet de base de la batterie lithium-ion, il appartenait au CNRS et à Hydro-Québec, et ça a commencé en 1979. Donc, il y a plusieurs, par exemple, en 2001, la première batterie tout solide a été fabriquée au Québec. Sony et Hydro-Québec, donc, ils ont développé la batterie fer-phosphate aujourd'hui, qu'on la trouve partout au niveau du stockage d'énergie, etc. Et on a Nemaska Lithium, Nouveau Monde Graphite, c'est la première mine toute électrique au monde. Toute électrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le procédé de fabrication du graphite électrique et aussi les engins, on parle de bulldozers, de tracteurs, de camions, ils sont tous électriques. Le capital humain, c'est important le capital humain, la créativité. Donc, on parle des universités de classe mondiale, soit dans la ville de Montréal, Québec, Sherbrooke, etc. Et aussi, on parle de nos étudiants qui sont très bien formés, donc la formation, et ça adhère à l'initiative de batterie du gouvernement du Québec. Vous pouvez voir, ça vient de Tesla, c'est le Battery Day au mois de septembre. Et qu'est-ce qu'on parle? Ils voient, en 2030, Tesla fabrique 3 TWh. C'est quoi TWh? Vous pouvez voir, on a besoin de
1 340 000 tonnes de nickel. Vous pouvez voir, là, c'est des chiffres. Juste une seule compagnie, imaginez. Le lithium, 250 000 tonnes. Ça, c'est pour 1 gigawattheure. Là. Imaginez, térawattheure, on parle de 4 millions de tonnes de nickel. Et c'est vraiment des chiffres là, qui font peur. Là. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à l'économie circulaire verte et en particulier au recyclage. Comme j'expliquais, les matériaux aujourd'hui, il n'y a pas de souci, on a tous ces matériaux-là. Le lithium, le nickel, le cobalt, ils sont au Québec. C'est pour ça que nous, on veut accélérer la transition énergétique via les ressources naturelles et via un écosystème. Juste un exemple pour vous montrer. Ça vient de Benchmark. Supposons que la batterie elle est fabriquée par Tesla aux États-Unis. Le lithium, il vient du Chili, il est transformé en Chine, envoyé aux États-Unis. Le nickel, il vient du Philippines, envoyé au Japon. Le lithium, il vient en Chine, etc. Vous pouvez voir aujourd'hui, dans quelques années, ça, ce n'est pas acceptable parce qu'il y a la traçabilité. Ces matériaux, ils sont fabriqués avec du charbon, le voyagement, etc. Donc, il faut vraiment avoir une chaîne d'approvisionnement stable. Donc, ça, j'ai publié il y a une vingtaine d'années sur la sustainabilité, etc. C'est une autre publication qu'on a mise en 2020 pour expliquer l'économie circulaire, comment on arrive de la mine jusqu'aux matériaux, revenir au recyclage. Et construire la chaîne d'approvisionnement, ça c'est important, en particulier pour le marché en Amérique du Nord et l'Europe. C'est pour ça que je vous parlerai tout à l'heure de recyclage, la mine urbaine, parce qu'on ne peut pas continuer à puiser nos ressources naturelles, c'est impossible. Donc il faut avoir un équilibre entre la mine urbaine et la mine naturelle. Vous pouvez voir, pour fabriquer 1 tonne de lithium, il faudrait 250 tonnes de minerais, ou 750 tonnes de brine. Le brine, c'est le sel qui est sur la surface des... ou 5 millions de tonnes de l'eau de mer. Mais en revanche, pour recycler, pour avoir 1 tonne de lithium, j'ai besoin juste de 28 tonnes de batteries de nos téléphones portables et tout ça, ou juste 240 voitures électriques. Donc, la mine, le recyclage est très important. Un exemple, Umicore, c'est un des leaders mondiaux dans le recyclage des batteries, il faut souligner ça. Donc, on a 3 façons de recycler le lithium, les batteries, par pyrométallurgie, par hydrométallurgie et le recyclage direct. Le recyclage direct, généralement, chaque production, il y a des défauts au niveau de manufacture de la batterie. Donc, on appelle ça recyclage direct. On prend les matériaux tout de suite, on les recycle. Et un exemple, l'hydrométallurgie, pourquoi? Parce qu'on est capable de recycler entre 95 et 99%. Et c'est des méthodes électrochimiques, et ça, c'est important pour le recyclage. Donc, on peut recycler tous les matériaux, et aussi, on peut neutraliser l'acide sulfurique avec la chaux pour produire du gypse. Donc, vous pouvez voir, comme j'expliquais tout à l'heure, le Québec se positionne d'une manière vraiment stratégique. Je parlais tout à l'heure, on a un gouvernement business, il y a le leadership au niveau du gouvernement. Une énergie, 99,99, c'est en hydroélectricité, l'énergie ne coûte pas cher. Le coût d'exploitation, c'est concurrentiel. On a des brevets de base, de l'innovation et un environnement fiscal aussi. Donc, on aide les compagnies qui investissent au Québec. Donc, c'est sûr, c'est une fenêtre d'opportunité courte. C'est important pour nous, le marché européen et le marché aux États-Unis pour l'initiative de batterie. En particulier, comme j'expliquais, pour l'électrification de transport et stockage d'énergie. Merci de votre attention.